Merci Thomas de prendre le temps d'échanger avec nous sur le coaching et plus particulièrement l'hypnose et la PNL. Ce que je te propose, c'est simplement de te présenter déjà, de nous expliquer ce que tu fais. Ok, bah merci Gaël. Moi, je suis enseignant en PNL et Mm. très bientôt en hypnose. Là, j'attends les retours de Christina Hall aux États-Unis qui valide le diplôme enseignant en hypnose. Je fais ça depuis 2011. Progressivement, j'ai gravi les échelons des formations PNL et hypnose. Et là, je travaille beaucoup avec Guillaume Poupard à Avignon, chez Way Inside, où on est très branché TSE, thérapie solutionniste expérientielle. Donc voilà, je partage mon activité entre moitié formation et Mm, moitié mm. accompagnement individuel. Ok. Voilà pour une petite présentation brève. Et pour ceux qui connaissent pas trop la PNL, la programmation neurolinguistique, est-ce que tu peux expliquer en quelques mots ce que c'est PNL, hypnose et puis TSE, d'ailleurs, thérapie Mhm. solutionniste expérientielle? Alors, pour moi, la PNL, c'est comment les mots peuvent donner une flexibilité à la personne quand on lui propose d'autres façons Mm. de penser. Et notre entrée, c'est vraiment poser des questions pour amener la personne à élargir ses réactions. Mais en fait, on va aller travailler sur toute la pyramide de Dilts, aussi bien sur les comportements, les stratégies, mais aussi sur les émotions, bien sûr les valeurs qui sont très importantes. Et une fois qu'on a repéré, quand on accompagne quelqu'un, l'endroit où ça bloque, souvent on va travailler sur les niveaux au-dessus par rapport à la pyramide de Dilts. Voilà. Donc ça, c'est la PNL. L'hypnose, c'est un petit peu le grand frère de la PNL ou le cousin un petit peu. La PNL étant née de l'observation essentiellement de Milton Erickson, on se doute bien qu'il y a quand même des passerelles entre les deux. Et effectivement, Milton Erickson a renouvelé l'hypnose de façon vraiment très très forte. Et aujourd'hui, il y a une grosse influence de l'hypnose de la part de Milton Erickson. Après, pour moi, la PNL et l'hypnose sont des outils. Et les outils, après, sont au service, effectivement, soit du thérapeute, soit du coach. Tout dépend de comment on les utilise, effectivement. Et la TSE qu'on propose, effectivement, à Inside à Avignon, l'idée, c'est de travailler essentiellement sur comment j'ai envie de vivre une expérience différente dans le futur. Donc, on est très solutionniste et beaucoup basé sur les sensations. Donc, faire vivre ou prévivre l'expérience du futur pendant les séances afin de vraiment l'imprimer sur le disque dur de la personne pour qu'elle puisse ensuite le mettre en place dans sa vie. Une des convictions qu'il y a derrière ça, c'est que pour changer, on n'a pas forcément besoin d'aller regarder, de comprendre pourquoi il y a eu un problème ou quelle est la cause du problème ou le mécanisme derrière le problème, mais plutôt de regarder ce qu'on veut atteindre comme solution, comme objectif, comme état pour le mettre en place. Tout à fait. En fait, si on pense Mm, la ligne du temps, mm, passé, présent, mm, mm, futur, la personne arrive chez nous, donc on est dans le présent. Elle a mm, effectivement tout un passé derrière elle avec peut-être des casseroles, mais en même temps, elle est là. Donc, elle a su faire avec tous ses problèmes et l'idée, c'est de lui proposer d'aller regarder le futur et d'installer le futur. Le passé nous intéresse juste pour comprendre comment elle est organisée. Et une fois qu'on a compris comment elle est organisée, faire en sorte que son comment du futur soit différent. Et pour toi, donc justement, il y a ces deux étapes. Le passé est intéressant pour comprendre comment la personne est organisée, comment elle fonctionne à un moment donné. Mhm. Derrière, pour mettre en place les changements qu'on peut mettre en place, enfin, comprendre ce que la personne veut atteindre comme état et mettre en place les changements, on va utiliser les outils comme la PNL, l'hypnose. Et pour toi, pourquoi ces outils comme la PNL, l'hypnose sont pertinents par rapport à d'autres outils ou dans l'absolu pour réaliser ces changements? La PNL comme l'hypnose, l'idée pour moi, de toute façon, quand on accompagne Mm, quelqu'un, c'est de lui faire vivre les choses. Donc là, on est vraiment sur de mm, l'expérience. mm, Et l'hypnose permet d'avoir accès à beaucoup plus de ressources quand on s'en sert. Et du coup, la personne a un flot de ressources inconscientes et grâce à l'hypnose, on va les faire mm, réémerger, mm, consciemment ou pas. Finalement, qu'elle ait conscience de ce qu'elle fait
de sa stratégie, de son comportement, c'est pas forcément utile pour moi. Ce qui est important, c'est qu'elle s'en serve, tout simplement. Donc, effectivement, l'hypnose, ça permet d'aller chercher ces ressources beaucoup plus facilement puisqu'on on est dans un état vraiment étendu de ressources accessibles facilement. Alors justement, ce qu'on te proposait, c'est avec Cédric, en ce moment, on travaille sur un focus, un scope spécifique qui est plutôt de l'ordre de préparation mentale, de préparation sportive, enfin dans le cadre sportif, mais dans lequel on peut en parler après, il y a des parallèles entre que ce soit une échéance sportive, un concours, une échéance professionnelle, ou en tout cas sur de la préparation d'échéances à enjeu, on va dire. Et si ça te va, l'idée c'était qu'on participe, hein, qu'on précise aussi qu'on pose quelques questions là-dessus, parce que particulièrement Cédric qui va se présenter rapidement, mais ça permet de donner des exemples, enfin des cas d'espèce, on va dire assez concrets par rapport à ce que tu viens d'expliquer sur la manière dont on fonctionne et puis ce que l'hypnose et la PNL peut apporter en tant qu'outil derrière pour changer. Ok, super. Cédric, présente-toi. Exactement. Donc moi, je travaille avec Gaël sur ce projet, donc sur Changer aujourd'hui, depuis le début d'année 2019. Moi, mon champ de compétences, c'est plutôt tout ce qui est préparation physique, préparation nutritionnelle, parce que je suis moi je fais du trail et plutôt de l'ultra trail, donc plutôt des très longues courses qui peuvent durer plusieurs dizaines d'heures. Là, j'en prépare une où a priori, ça va être une trentaine d'heures de course. Donc voilà. Donc moi, c'est plutôt cette partie-là, même si, bien entendu, bon, j'ai déjà travaillé avec Gaël sur les problématiques, en tout cas, préparation mentale, PNL, hypnose. Donc j'ai quelques bases. Hein. Loin de vos niveaux respectifs, bien entendu. Mais voilà. Et donc, on a cerné avec Gaël quelques points qui peuvent être intéressants et qui effectivement font des parallèles entre échéances sportives, mais ça peut être échéance professionnelle et échéance scolaire. Enfin, voilà, ça peut se prêter à un cadre beaucoup plus large. On a identifié quelques points, donc, et notamment dans ces échéances, on a deux types. On a les pré-échéances, donc les problématiques pré-échéances. Donc là, nous, on a cerné plutôt tout ce qui est motivation, gestion du stress. Parce que par exemple, là, si on fait si on prend le cadre sportif, voilà, là, moi, je me prépare pour une course de 145 km qui a lieu en août. Je vais devoir m'entraîner énormément. J'ai besoin de motivation parfois pour m'entraîner, parce que même si j'adore ce sport, on n'est pas tous les jours motivé. Hein. Et donc, le but, c'est de savoir comment on peut le travailler en PNL. Est-ce qu'on peut le travailler en PNL, en hypnose? Comment faire? Et voilà, quelques petits outils, etc. Déjà, et puis après on a la gestion du stress, parce que ça fait vraiment partie, c'est un peu, c'est plutôt pré-échéance, mais à très court terme, parce qu'au final, c'est vraiment les 2-3 semaines avant où forcément quand on a une échéance importante, ça commence à tourner dans la tête. Et donc comment essayer de sauter ce stress pour vivre au mieux l'échéance. Et ensuite, on a des points qui sont plus dans l'échéance en elle-même. Là, c'est plutôt le sport, mais c'est gestion de la douleur, parce que voilà, voilà, quand on court plusieurs dizaines d'heures, on est forcément amené à rencontrer la douleur. Parfois beaucoup, parfois un peu moins, mais la douleur quoi qu'il arrive. Donc voilà, un des points, c'est la gestion de la douleur. Après, si on a le temps, on pourra en descendre d'autres, hein, mais déjà, si tu avais quelques recommandations à nous faire sur ces trois sujets, notamment motivation, gestion du stress et puis gestion de la douleur, ce serait bien. Oui, il y a plein de choses dans ce que tu dis. Un des points aussi sur lequel vous n'avez pas pointé, en tout cas, c'est la notion de l'hygiène de vie au quotidien. Ouais. Que ça aussi, pour toi, ça compte en tant que bien sûr. Effectivement, ce respect du sommeil, ce respect d'un repas équilibré, tout ça, ça participe aussi à être déjà dans un état stable, on pourrait dire, d'équilibre prêt à l'action.
Donc, l'hygiène de vie, pour moi, c'est super important avant même de commencer quoi que ce soit. J'ai déjà effectivement travaillé avec des sportifs et effectivement, le minimum, c'est que l'hygiène de vie soit le plus équilibré possible. Donc, bien dormir, bien manger, c'est les deux choses de base. Après, il y a le décodage effectivement de tout ce qui pourrait être pour la personne des croyances qui pourraient être limitantes. On parle de croyances en PNL, mais dans d'autres approches aussi, en disant finalement, nos croyances, c'est notre vérité à nous. Ce n'est pas une histoire de croyance religieuse du tout, c'est ce qui fait notre façon de voir la vie, tout simplement. Et on a des croyances limitantes comme des croyances aidantes. Effectivement, le décodage PNL, le questionnaire PNL de départ, va permettre de faire émerger toutes ces croyances. Il y en a sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer et d'autres qu'il va falloir commencer à malaxer, commencer à transformer, effectivement, pour pouvoir faire en sorte que toutes ces croyances servent la motivation. Un autre point dont tu parlais là tout à l'heure, c'est la notion de stress. Pour moi, il y a 3 niveaux de stress. Il y a le bon stress, celui qui va t'apporter la motivation, qui va te pousser, qui va vraiment faire en sorte que du coup, quand tu te prépares, tu sois tout le temps à fond et que tu aies envie vraiment d'atteindre l'objectif que tu t'es fixé. Donc ça, c'est un bon stress, on a tous envie de l'avoir, c'est celui qui nous pousse à aller vers nos projets. Et puis après, il y a un deuxième niveau de stress, c'est le stress un petit peu que souvent on entend parler par les comédiens, c'est le stress du trac. Celui qui, avant l'action, va nous mettre les mains moites, le cœur qui va accélérer. Et là, ça commence à être un stress un petit peu dérangeant, mais en même temps, une fois que l'action est partie, c'est parti, donc il est plus limitant. Et puis, il y a le troisième stress, c'est le stress le plus important, c'est celui qui frise, qui gèle, qui empêche les comportements de la personne. Et là, il y a une mobilité. Et ça, c'est le stress, effectivement, qu'on veut combattre. Donc, pour moi, ce n'est pas dégommer le stress ou l'enlever, c'est plutôt descendre le niveau de stress de façon à ce que le stress soit super efficace pour la personne. Et là, effectivement, outils de PNL, outils d'hypnose, de façon à redonner finalement le pouvoir sur son stress avec des outils aussi bien de sophrologie, de PNL, d'hypnose. Après, on a tous les outils qu'on peut imaginer. L'idée, c'est comment je fais en sorte d'avoir le stress qui me sera le plus utile pour moi. Et ce que tu dis, c'est que tu travailles au moins à 2 niveaux. C'est pas exclu, il peut y en avoir plus, mais il y a la question des croyances où il y a toutes les croyances qu'on peut avoir sur soi aidantes ou limitantes qui peuvent être génératrices de stress ou en tout cas de mauvais stress, on va dire, de distress ou de bon stress. Et donc il y a un travail à faire au niveau de ces croyances pour identifier celles qui sont aidantes et travailler celles qui sont limitantes pour les transformer. Et ensuite, il y a des outils aussi plus physiologiques de gestion du stress pour travailler au niveau de l'énergie, au niveau de la relaxation, du relâchement, etc. Oui, tout à fait. C'est effectivement, physiologiquement, on va mettre en place finalement, c'est encore de l'hygiène de vie, mais de l'hygiène de vie du sportif qui veut aller vers la performance. On va lui faire des exercices réguliers, d'apprendre à gérer son stress, même quand il n'en a pas. Et du coup, ça va rentrer dans une sorte de rituel. Et quand il va en avoir besoin, soit avant l'effort pour se motiver, soit pendant l'effort parce que il peut y avoir de la douleur, comme tu disais, surtout sur des trails qui peuvent faire jusqu'à 30 heures, voire plus. Effectivement, toutes ces petites failles, si on ne les a pas préparées, elles peuvent être super, super limitantes parce qu'elles prennent beaucoup de place quand on est dans la souffrance, entre guillemets, en tout cas dans l'effort. Tu parles je te recoupe, mais de travailler son stress même quand il n'y en a pas, parce que ça peut être plus simple justement de commencer à travailler certains comportements, certains outils de relâchement, de relaxation ou autres, outils de changement quand ça va bien plutôt que quand ça ne va pas. Tout à fait, ouais. Et puis progressivement, amener cette habitude sur des moments d'entraînement, et après des moments d'entraînement un peu plus durs, jusqu'à pouvoir s'en servir sur les moments où on est complètement dans l'action sur une compète.
Ouais. J'imagine que c'est déjà ce que tu fais un petit peu, Cédric. Oui, exactement. Bah, sur les très bons conseils de Gaël, c'est exactement ce qu'on fait. Donc, on a commencé à travailler effectivement sans stress, c'est-à-dire à l'appartement, ensemble, dans le cabinet, enfin bon, voilà. Et puis, on les met en place petit à petit durant l'effort. Et c'est vrai que, effectivement, par exemple, là, on a travaillé notamment sur la gestion de la douleur. Tu sais, par la visualisation de cette douleur, par une forme, une couleur, la modulation de celle-ci, etc. Et c'est vrai que voilà, ça je m'en sers notamment sur les trails parce que ça peut m'être très utile. Mais bien évidemment, il faut le travailler en amont en fait, parce que sinon c'est juste impossible dans l'effort, avec tous les éléments extérieurs, de pouvoir réussir à le faire directement en compétition sans jamais l'avoir fait préalablement. Mhm. Complètement, ouais. Donc non, je pense que ce que tu disais de vraiment faire ça par étapes, c'est-à-dire de faire une première étape où on le fait, c'est-à-dire qu'au calme, sans, sans éléments extérieurs en fait, voilà, sans éléments extérieurs qui peuvent venir perturber cette concentration, voilà, et puis après l'intégrer petit à petit dans les séances de plus en plus dures pour pouvoir le faire lors des réelles échéances. Je Mhm. pense que ça c'est un point très important, c'est la progression en fait, le travail de progression et d'amener en fait tout ce travail psychologique dans les échéances. Ouais. Mhm. Et ça, en fait, on s'aperçoit que c'est le processus d'apprentissage. Et ce processus d'apprentissage, on l'a à plein de moments dans notre vie. Donc, forcément, tu as déjà les ressources en toi pour le mettre en place et le déplacer dans le contexte qui t'intéresse. Un autre truc qu'on n'a pas abordé au niveau de la motivation, c'est la projection dans le futur avec des images positives. Et moi, je le croise très régulièrement avec cette pyramide dont je parlais tout à l'heure. Pour remonter le plus haut possible dans la pyramide, même au-delà des croyances et de ton identité, c'est au service de quoi finalement tu travailles. Et plus on va toucher ce qui est important pour toi, qui te motive, plus on va pouvoir l'amplifier et plus on va pouvoir t'y faire connecter et du coup projeter effectivement dans le futur le moment où tu es complètement connecté à ta mission et à la réussite de cette mission. Et j'imagine que Gaël t'a aussi fait travailler sur ça. Alors oui, alors sur la motivation, on n'est pas parti sur ce biais-là exactement pour l'instant, sur ce travail de motivation. Pour l'instant, on utilise déjà ce que moi j'utilisais préalablement, c'était en fait c'était la visualisation d'un moment. Donc là, je te reprends l'exemple concret, Ouais. c'est moi quand j'ai un besoin de me motiver, je me visualise à une période où c'est très compliqué. Alors il pleut, il y a du vent, il fait moche, il y a de l'orage, mais pourtant je suis bien. Tu vois, c'est cette visualisation dans le corps, je suis léger, je suis bien, ma respiration est bien, j'ai l'impression que j'ai comme un cocon autour de moi qui m'empêche d'être atteint par tous ces éléments extérieurs. Et ça me motive énormément parce que je me dis, quoi qu'il arrive, je vais être bien. Tu vois. Et donc, en fait, je travaille sur cette visualisation qui me permet de me motiver. Mais effectivement, c'est intéressant aussi d'aller chercher, comme tu disais, dans la pyramide de Diels, et puis de voir qu'est-ce qui me motive pour effectivement l'amplifier et si je comprends bien, hein, et d'amplifier ça pour justement aller chercher la motivation nécessaire. Ouais, c'est ça. On part en fait d'un comportement. Je m'entraîne, je veux faire une compétition. Quelle stratégie j'ai mis en place pour réussir cette compétition? Comment je fais mon plan d'entraînement, mais aussi le travail psychologique que tu peux faire sur la préparation mentale. Et puis on continue à monter. Quelles émotions j'ai envie de vivre dans l'idéal? Quelles croyances vraiment fortes sur lesquelles je vais pouvoir m'appuyer vont me permettre d'être encore plus motivé? Qui je suis quand je fais ça et au service de quoi je fais ça. Et quand on touche vraiment cette mission, ce côté presque qui transcende juste le moment de sport, finalement tu touches à tout ce que tu es au-delà de toi en tant que sportif. Et là, il y a beaucoup de puissance à cet endroit-là. Il y a beaucoup d'énergie. Et toucher ça
projeter ça dans le futur, l'associer à une image, mais ça peut être la même image que tu as, sauf que tu vas rajouter encore des choses qui vont la rendre encore plus puissante. Et là, moi, je crois que la motivation, du coup, elle est beaucoup plus facile à avoir. Beaucoup plus facile. Et grâce à l'hypnose, en fait, finalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se connecter à cette image que tu nous as décrite, on va l'amplifier, on va la faire grossir, on va la connecter à tous les niveaux de la marelle de Diels. Ça marche aussi en Marelle. La marelle, c'est plus pour travailler sur les croyances, en fait. Et du coup, si tu es connecté à ça et que tu le prévis en séance, bah, comme tu l'as commencé à le prévivre au niveau sensoriel, au niveau émotionnel, le mettre en place quand tu seras en compète, ce sera beaucoup plus facile. Ouais, c'est vrai. Et ce que tu dis, Thomas, c'est que c'est aussi ça, c'est des apprentissages qu'on vient renforcer au fur et à mesure parce que tu as cette image forte qui, toi, déjà, chez toi, Cédric, est assez forte parce que tu l'as déjà pas mal travaillé et tu vas venir empiler et ajouter des ressources, la reconnecter à des éléments qui font sens et qui, du coup, sont associés à des sensations, à des émotions. Et ça, à force d'y revenir, de l'ancrer, de le réancrer, de t'y réassocier, ça devient, tu l'automatises de plus en plus. Complètement. Tu te conditionnes, quoi. C'est le même principe qu'un conditionnement pavlovien, sauf que tu le fais au service, de manière consciente et puis au service de ton objectif. Ok. Sur le travail peut-être plus spécifique de la gestion dans l'effort ou de la concentration, enfin tu parlais de gestion de la douleur, mais dans les éléments on va dire du sportif, il y a la question de l'état de flow dont on parle souvent, de connexion, d'arriver à être dans cet état du présent immédiat sans être dans le passé ni dans le futur, enfin à projeter ce qu'on va faire après ou à être en train d'analyser ce qu'on a fait, bien fait, mal fait. Par rapport à ça, toi Thomas, est-ce que tu as des pistes de réflexion ou des retours d'expérience ou des outils plus particuliers? Alors moi j'ai accompagné ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des sportifs, notamment une escrimeuse, je pense à elle, qui était une jeune escrimeuse, mais du coup surclassée, qui se retrouve au championnat de France avec vraiment des filles balèzes. Et du coup, moi je suis la petite jeune, croyance limitante. Et l'idée, effectivement, c'est comme tu dis, c'est comment j'oublie tout ce que je me dis, tout ce que je me raconte qui peuvent me limiter à ce moment-là, pour vivre le moment présent et juste prendre plaisir. Prendre plaisir à ce que je suis en train de faire sur le moment. Sur une compète d'escrime, je pense que c'est plus facile que quand on court pendant 30 heures. Parce qu'à un moment, le moment présent, à 30 heures, il y a beaucoup de douleur. Enfin, moi, j'ai jamais testé, je pense que ce n'est pas mon cas, mais j'imagine qu'il y a des moments où on est complètement en train de souffrir à tous les niveaux et forcément, c'est un impact sur l'esprit, sur le cerveau. Et là, la capacité à se retirer du moment présent pour se projeter, elle peut être aussi intéressante. Sortir du moment présent pour se projeter soit dans le futur, soit dans le passé, mais aller rechercher des moments ressources. Et ça, effectivement, se balader sur la ligne du temps, c'est important. C'est pas seulement être dans le moment présent pour moi. Alors oui, quelqu'un qui va faire un monosprint de 100 mètres, qui soit dans le moment présent, pour lui, c'est super important. Mais quand on fait 30 heures d'effort, ce moment présent, il est important parce que ça nous permet de rester dans le rythme, de ne pas lâcher à un moment parce que notre esprit est parti ailleurs, en vacances, peut-être. Mais en tout cas, aller chercher de l'énergie ailleurs quand dans le présent, il n'y en a plus, je pense que c'est aussi important. C'est très intéressant. La dissociation. En fonction du type de sport et du type d'effort, effectivement, il n'y a pas on n'a pas la même stratégie à mettre en place pour gérer son énergie et sa concentration. Ouais, tout à fait, ouais. Et après, je pense que de toute façon, la navigation sur la ligne du temps, elle se fait avant, un peu pendant, mais ça va dépendre pour les sportifs, mais aussi après. Donc, c'est vraiment réussir à se servir de tout ce qui peut être utile pour qu'on atteigne notre objectif, tout simplement. Ouais, tu peux avoir par exemple sur une course de 30 heures où effectivement tu as le temps de te balader sur ta ligne du temps, de te projeter ou de te rappeler, de te remémorer. Tu peux avoir des expériences ressources dans le futur qui vont être
le fait de se projeter sur la fin de la course, sur la réussite, Sur la sur ce bière que tu veux atteindre, sur d'après-course. la bière. Voilà. Parfois, certains se projettent, la boivent pendant la course, je crois, la bière d'après-course d'ailleurs. Ouais. Et tu peux aussi avoir d'autres moments où tu vas chercher des expériences ressources assez fortes du passé dans lesquelles tu étais extrêmement bien, dans lesquelles tu étais complètement concentré, motivé, etc. Et puis de temps en temps, savoir se recentrer sur les sensations vraiment du présent parce que c'est un effort, un passage particulier à passer, le sprint final, un élément de checkpoint qu'il faut passer avant tel horaire, telle barrière horaire, par exemple. Ouais, ouais. Et j'imagine que sur un effort de 30 heures, il y a plein de moments où tu t'évades, non? Oui, bien sûr. En fait, un des points essentiels, alors à l'époque, moi, avant de rencontrer Gaël, je le faisais sans vraiment m'en rendre compte, c'est la dissociation, c'est-à-dire qu'il y a des moments où je cours, je ne me rends pas du tout compte du temps qui passe, c'est-à-dire que parfois je regarde ma montre et je me rends compte que je cours depuis 5 heures, alors que j'ai l'impression que ça fait 2 heures. Vous voyez? Alors ça peut paraître dingue quand on se le dit comme ça, hein, mais effectivement, ça arrive très souvent, et puis parfois on est absorbé. Il y a quelques coureurs devant qui sont en train de discuter, et puis nous on est seuls, et du coup en fait on écoute la conversation, donc on s'évade de cette façon-là sans se rendre compte vraiment qu'on avance, qu'on ne fait pas partie de cette discussion, mais on l'écoute et ça nous permet d'avancer sans trop réfléchir. Voilà, après, bah, il y a aussi les solutions. Voilà, c'est vraiment la dissociation, c'est un point très important. Et en même temps, comme tu le disais, il y a aussi ce besoin parfois d'être vraiment connecté à l'instant présent sur quelque chose par exemple, sur un passage un peu technique, notamment en descente, par exemple, quand ça va être assez technique, où il va y avoir des racines, des pierres, etc., pour pas tomber ou se tordre la cheville. On a vraiment besoin d'être très concentré, d'être présent et vraiment connecté à cet instant. Et je pense que voilà, il y a ces deux pendants, c'est-à-dire en fait pouvoir s'échapper et pouvoir être dans le moment présent, comme tu le disais très justement. Je pense que c'est deux éléments qui sont extrêmement importants dans des efforts longs en tout cas. Parce que comme tu disais, effectivement, pour un coureur de 100 mètres, il vaut mieux qu'il soit dans l'instant présent. Et puis c'est peut-être plus simple aussi, vu que le temps est quand même beaucoup plus court. Mais effectivement, ouais. Mais oui, la dissociation, j'ai envie de dire qu'on utilise d'ailleurs plus la dissociation et justement s'évader dans des moments ressources que au final être dans l'instant présent où en fait c'est un peu moins nécessaire durant la course. Parce qu'il y a beaucoup de passages quand même qui peuvent être un peu longs, notamment dans les montées où on va souvent marcher dans les grandes montées. Bon, bah voilà, le but c'est de mettre un pied devant l'autre, de monter. Si c'est pas très technique, c'est le moment ou jamais de s'évader. Il y avait un champion je disais un témoignage là un coureur de 24 heures sur des boucles, je crois que c'est des boucles de 1 km, quelque chose comme ça, où pendant 24 heures ils tournent autour de cette boucle, qui a expliqué qu'il était, lui, pendant une bonne partie, il se projetait dans son canapé avec sa femme et ses enfants, et pendant ce temps-là, ses jambes couraient. Voilà, c'était sa méthode. Voilà. Après, l'environnement est moins sympathique que la montagne, mais C'est sûr. Ce qu'on peut voir en tout cas dans ce que vous exprimez là par rapport à ces moments de sport, de toute façon, vous êtes en état d'hypnose. ouais. C'est un état modifié de conscience. Et que ce soit pour le coureur de 100 mètres ou pour toi qui fais 30 heures, c'est des trans. Alors, elles sont différentes. Et finalement, l'apprentissage qu'on peut avoir avec un coach comme Gaël, c'est comment réussir à créer des trans qui vont être aidantes suivant les moments où on est soit effectivement, comme tu disais, dans une montée, de soit être super attentif effectivement dans une descente. Pour moi, en tout cas, il y a dans l'épreuve sportive un état de transe qui est complètement hypnotique. Et c'est ce qu'on nous, on cherche à finalement faire prévivre quand on fait des séances, c'est on va t'apprendre l'auto-hypnose d'une certaine façon. Et plus tu seras connecté à tes ressources à ce moment-là, plus ce sera facile. Effectivement, il y a des trans négatives des fois. Quand tu es connecté à ta douleur, tu es dans une transe négative. Comment apprendre à sortir de cette transe négative pour générer effectivement quelque chose qui va être aidant pour toi à ce moment-là. Oui, parce qu'il y a énormément de discours intérieurs dans ce genre d'effort un peu long, forcément.
Et c'est vrai que ça peut être un discours intérieur aidant ou au contraire limitant en fonction du moment de la course et puis du moment dans lequel on est. Si effectivement, comme tu le dis, quand on est vraiment connecté à la douleur, on peut avoir des dialogues intérieurs qui peuvent être très pénalisants en fait. Donc le but c'est aussi de justement réussir à les mettre de côté et puis à passer à autre chose pour essayer d'aller dans une phase beaucoup plus aidante. Et c'est pour commenter ce que tu disais sur effectivement les trans négatifs, c'est qu'on a aussi un certain nombre enfin, souvent, on a l'impression que ça va de soi la transe négative. Autant on se dit je vais avoir du mal à me sentir vraiment bien. Par contre, quand j'ai mal, j'ai mal. Et donc cette focalisation qu'on a sur la douleur au genou, la douleur X ou Y, on a l'impression que ça c'est une réalité absolue et qu'on peut pas forcément changer. Et donc le fait de faire prendre conscience aussi que c'est un état de transe négative, mais que c'est aussi un état d'hypnose et qu'on peut travailler dessus, voire en faisant des fois en séance aggraver un peu la douleur, augmenter la douleur pour montrer qu'on a un contrôle sur la douleur, ne serait-ce que pour l'augmenter, ça permet derrière de travailler, de se dire tiens, si je peux l'augmenter cette douleur, je peux peut-être aussi travailler pour la diminuer quand j'en ai besoin. Tout à fait, ouais. C'est reprendre le pouvoir sur ce qu'on est en train de vivre, en fait, Ouais. tout simplement, effectivement. Un autre truc quand tu parlais de dialogue intérieur, on s'aperçoit, et là c'est des outils PNL, que l'endroit où tu vas regarder, le niveau où tu vas regarder ce qui est autour de toi, fait que dans ton cerveau, tu ne vas pas aller te connecter aux mêmes choses. Et souvent, quand on est en bas, les yeux vers le bas, on est dans du kinesthésique ou du dialogue intérieur. On le voit, je ne sais pas si vous avez regardé des marathons, quand ils sont vers les 30 km, il y avait effectivement un coup de barre à ce moment-là. Les athlètes qui vont commencer à regarder vers le bas, tu sais qu'ils vont être en rupture très très rapidement après. Et un des trucs que je disais moi très souvent aux athlètes que j'accompagnais, c'est lever les yeux. Connectez-vous à ce que vous voyez. Et les yeux en l'air, effectivement, on est plutôt connecté à tout ce qui est visuel et du coup moins connecté aux douleurs qu'on pourrait avoir à ce moment-là. Et ça, c'est les outils PNL, effectivement, mais qui viennent de l'observation tiens, quand il a les yeux en l'air, il a plutôt des images. Quand il a les yeux plutôt au niveau des oreilles, finalement, il est plutôt dans de l'auditif. Par contre, quand il est en bas, il va être sur des sensations et aussi du dialogue intérieur. Ça fait déjà pas mal d'outils. Ouais, je pense qu'il y a énormément de choses là-dedans, hein. Enfin, c'est vrai que effectivement, on a quand même, on a parlé de beaucoup de choses, il y a beaucoup d'outils, mais c'est vrai que c'est très intéressant aussi d'avoir la vision de quelqu'un d'autre, voilà, qui a pas exactement le même background que Gaël, et beaucoup plus d'expérience aussi. Voilà, et beaucoup plus d'expérience. Et donc, c'est vrai que c'est très intéressant d'avoir ce retour. Et puis, effectivement, il y a des outils qu'on n'a pas forcément abordés avec Gaël et qui, je pense, peuvent être très intéressants, effectivement. Mais comme dans le dialogue intérieur, par exemple, ça, j'avoue que moi, je ne savais pas du tout. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on peut effectivement s'entraîner à contrôler aussi, je pense, la façon, là où on regarde, etc. Et je pense que ça peut effectivement aider dans le après pour maîtriser son dialogue intérieur. Ouais. Après, l'idée, c'est plus de l'orienter que de le maîtriser. Effectivement, quand tu sens que ton dialogue intérieur, finalement, tu es en transe quand tu es en dialogue intérieur très souvent, Ouais. Tu commences à te dire, oh là là, j'ai encore 20 km à faire, je vais jamais m'en sortir. Ouais, là, tu as intérêt à regarder les oiseaux autour, quoi. Ouais, c'est ça. Alors on nous dit souvent quand même en course à pied qu'il faut regarder ses pieds, hein, pour éviter toutes les racines et les pierres, mais bon. Alors, moi je suis pas un grand trailleur comme toi, mais non. je fais beaucoup de rando régulièrement quand même, où je pars 5-6 jours avec des potes. Et le risque de se tordre la cheville, forcément, il arrive au bout souvent du 3e jour. Ouais. Moi, ce que je fais, c'est un dialogue intérieur, mais avec mon inconscient. Et à ce moment-là, je lui dis, écoute, comme moi, je suis peut-être un peu distrait, je vais vraiment te donner cette mission de faire en sorte que mes pieds ils se posent au bon endroit. Et que au moment où je marche, je ne prenne pas de risque. Donc, effectivement, là, je le formule négativement. Je ne prenne pas de risque, c'est une formulation négative, mais
je vais vraiment faire une demande consciente à mon inconscient, de façon à ce qu'il gère le fait que tout se passe bien au niveau de mes chevilles. Je sais que moi j'ai les chevilles un peu fragiles parce que j'ai fait trop de volets, je suis tombé trop sur les pieds des gens et du coup ça s'est tordu régulièrement. Mais du coup, voilà, moi c'est un truc que je fais même à chaque fois systématiquement dans le début de mes journées, que je répète pendant la journée de rando régulièrement. Et c'est vrai que ça C'est fonctionne, intéressant. ça me fait penser à un parallèle. J'avais accompagné sur des sessions de tir et sur les positions des mains pour tirer correctement. Et avec le même type d'outils sur enfin, un dialogue interne avec l'inconscient qui était associé à une position précise des mains et des doigts enfin, pour se positionner sur le long du ponté, puis sur la détente au bon moment. Et ça a des résultats qui sont extrêmement intéressants. Et donc se programmer son inconscient pour avoir une certaine posture, certains gestes, bouger d'une certaine manière, c'est quelque chose auquel on pense pas forcément et les sportifs pensent pas forcément, alors que ça fonctionne extrêmement bien. Tout à fait, ouais. Pour revenir à la notion de dissociation dont tu parlais tout à l'heure, il y a deux types de dissociation. Il y a la dissociation que tu as effectivement quand tu es en train de courir, mais en même temps tu es ailleurs. Ouais. Et effectivement, là, c'est une transe. Tu as ton corps qui fait quelque chose et ton esprit qui en fait une autre. Et puis, il y a la dissociation où effectivement, tu sors de la première personne, mais tu te regardes faire. Un petit peu comme si tu te regardais courir. Mhm. Et ça, effectivement, tu restes dans le moment présent, ton cerveau, il reste sur ce qui se passe. Sauf que toi, en te regardant courir, tu te dissocies aussi de tout ce qui est les sensations et le kinesthésique. Et là, tu restes que sur du visuel et de l'auditif. Et ça permet effectivement de prendre de la distance sur les douleurs physiques qu'on peut avoir à certains moments, les peurs, enfin tout ce qui est émotionnel et les sensations. Je ne sais pas si c'est des choses que tu fais, des phénomènes complètement naturels en même temps. Donc, Ouais. Alors pour tout te dire, je le fais effectivement, me regarder courir, mais c'est souvent dans une posture assez négative en fait. Quand ça m'arrive, parce que du coup ça c'est pas un outil par exemple que j'ai spécialement travaillé avec Gaël, et donc quand ça m'arrive c'est quelque chose d'assez naturel, mais ça vient uniquement dans les moments négatifs. C'est-à-dire que par exemple quand je sens que je commence à me faire dépasser, que je vois des gens passer devant moi, etc., je vais je vais me voir vraiment de l'extérieur. Mais je vais me voir d'une façon où le décor n'avance pas, c'est-à-dire que je ne cours pas vite, je suis très lent, j'ai l'impression d'être complètement courbé, tu vois ce que je veux dire? Et donc en fait, cette utilisation-là, elle est justement paramétrée négativement chez moi. Donc je pense qu'il y a un il y a un travail à bug. faire, hein, mais il y a des choses à faire, ouais, mais effectivement, moi j'ai encore du travail de ce côté-là. Ouais. Après, de toute façon, quand tu te regardes courir, enfin moi, tel que je l'expliquais, c'est quand même quelque chose qui est branché sur le réel, que tu peux vérifier. Effectivement, quand il y a du monde qui te double, tu peux voir ça complètement dans le rythme réel. Effectivement, c'est des moments que tu ne dois pas assez avancer à ton goût. Donc peut-être effectivement que le décor va lentement, mais c'est peut-être la réalité. Et tu n'es pas obligé de transformer cette réalité à ce moment-là. Pour moi, cette expérience de sortir et de se regarder, c'est surtout de finalement prendre de la distance sur ces sensations. Quand il y a douleur, par exemple, ça peut être super utile. Et aussi, c'est la position, entre guillemets, de coach de toi-même à ce moment-là, où tu peux te donner des conseils à ce moment-là. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Très pertinent. C'est vrai. Du coup, me dire que je dois me relever, que je dois relever les épaules. Voilà, regarder vers le haut. Exactement. Accroche-toi au basket de celui qui est devant. C'est ça, exactement. Écoute, très clair, hein, ça fait déjà, merci beaucoup. Ça fait beaucoup de sujets, de pistes, de réflexion, d'outils, de travail possibles. Toi, est-ce que tu vois des parallèles entre ça, entre ce sujet-là, là, qu'on a un peu plus creusé de préparation sportive, on va dire, et d'autres domaines de coaching ou d'accompagnement?
évidemment, pour moi, c'est complètement en parallèle avec les Mm. étudiants, notamment qui sont en examen concours. J'accompagne beaucoup de jeunes qui sont en prépa médecine. Mm. Donc, on appelle ça le PACES. Et c'est des sportifs de haut niveau à leur façon aussi. Et ils sont à fond tout le temps. C'est 14 heures de Mm. boulot par jour. C'est un truc de dingue, Ouais, hein. ouais. C'est normal qu'il y ait ça, en fait. Mais bon, ça, c'est un autre C'est ça. problème. Mais oui, du coup, je travaille la liaison corps-esprit, notamment que l'un et l'autre sont complètement liés et que l'un et l'autre doivent se respecter. Mm. Et s'il y en a un qui prend complètement le pouvoir, il empêche l'autre de fonctionner. Euh, Par exemple, si le corps a besoin de dormir et que l'esprit l'a empêché de dormir parce que ça cogitait sur les cours la nuit, eh ben, le corps il va se venger dans la journée. Et du coup, tout le monde sera perdant. Alors que si on met de la cohésion entre ces parties, ben là on est sur le modèle des parties en PNL, mais aussi sur les états du moi qui peuvent être aussi des passerelles de travail, ben là à ce moment-là, dire bon bah là vous devez collaborer parce que si chacun vous tirez de votre Ouais. côté, il y a immobilisme à un Mm. moment. Mm. Donc effectivement le travail sur les parties, je le fais beaucoup avec les étudiants et je pense que pour les sportifs ça pourrait Ouais. être aussi quelque chose de super intéressant. Non, ouais, c'est très clair. En gros, il y a de toute façon à la base l'hygiène de vie, le lien corps-esprit, avoir un équilibre de vie qui permette de soigner le corps et l'esprit et qui fonctionne ensemble correctement. Et c'est vrai que là-dessus, il y a tout, on n'avait pas tellement parlé, mais tout le travail des parties, identifier ce qu'il y a quand on a des parties qui sont, enfin, quand on a des conflits intérieurs et ce qu'il y a derrière comme objectif, comme besoin, etc., et de les faire communiquer. Et puis derrière, il y a tous les outils pour... ça, c'est un socle, cet équilibre-là, corps-esprit, on va dire. Il y a la motivation qui vient derrière pour construire des objectifs solides, bien ancrés, qui soient à tous les niveaux. On le mettait de la pyramide de Dilts. On remettra, parce qu'on avait fait un article sur la pyramide pour préciser, rentrer un peu plus dans le détail de ce qu'il y a derrière les niveaux logiques. Et puis, une fois que ça permet d'atteindre un niveau de motivation fort, parce qu'on est connecté au-delà de son identité, à ce qu'on veut accomplir dans la vie, ce à quoi on veut contribuer. Et puis, une fois qu'on a donc ces socles-là, on peut travailler sur tout un tas d'outils pour travailler la concentration, pour travailler sur la ligne du temps, sur la gestion de l'effort, de la douleur, etc. Oui, et ça, c'est valable à la fois dans le sport, mais dans les études, sur tout ce qui est. Là, on a des enjeux, donc préparation d'examen, des études assez complexes, type médecine prépa, et puis aussi, je suppose, pour tout ce qui est préparation, enfin, musicien ou des métiers où il y a des échéances importantes. Tout à fait. Bah, en fait, dès qu'on met de l'enjeu Ouais, dans sa vie sur ouais, quelque chose, effectivement, on est sur tous ces ouais, outils-là ouais. qui peuvent être utiles. Ok, bah, c'est très clair. Bah, merci beaucoup encore une fois. Bah, écoute, merci à toi. Écoute, c'était une chouette expérience. Ouais. Merci d'avoir regardé cette vidéo, cette interview et cet échange avec Thomas Rollin. Merci et un grand merci à Thomas encore une fois pour s'être prêté au jeu. On a pris beaucoup de plaisir à réaliser cette interview avec Cédric. On espère que vous avez pris autant de plaisir à la regarder ou à l'écouter, vous aussi. Si vous êtes aux alentours de Marseille ou à Marseille et que vous souhaitez démarrer un accompagnement ou un coaching, je pense pouvoir dire pour Thomas qu'il vous accompagnera et vous accueillera avec grand plaisir. On vous remet donc ses coordonnées là tout de suite. Si vous êtes plutôt à Paris ou que vous voulez en savoir plus sur ce que nous faisons avec Cédric, voici quelques informations sur cette slide avec des coordonnées pour nous contacter, des informations sur les formations également qui sont disponibles en ligne pour que vous puissiez suivre des cours en autonomie en ligne. Et puis bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce en l'air, à commenter, à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé, vos remarques, vos réflexions, des sujets peut-être que vous voudriez que nous abordions. Et puis, on vous dit avec Cédric à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux contenus. Merci, ciao.